on va parler des réflexions éthiques et sociétales pour temps de pandémie. Ce n'est pas habituel qu'on mette l'éthique au début d'un débat, comme de ce cycle de la Cité des sciences et de l'industrie abordera différents aspects de la pandémie. C'était pour nous un honneur que de pouvoir y participer. Alors avant de présenter nos invités, je voulais quelques propos liminaires assez brefs, parce qu'en fait, rien ne nous avait préparé à une pandémie. Dans un premier temps, nous étions tous démunis, vous vous rappelez, face à l'inconnu, au point d'improviser des mesures dans l'urgence, sans concertation et sans en mesurer les conséquences. Tant de risques sociétaux étaient pourtant bien réels depuis des années, sans qu'on y prête l'attention qu'il convenait. Je pense en particulier aux précarités dans le monde provoquant les poussées, les mouvements migratoires, aux incertitudes géopolitiques, au terrorisme, au réchauffement climatique, au développement peu maîtrisable de nouvelles technologies. Toutes ces thématiques, du reste, ont fait l'objet de colloques importants à la Cité des sciences et de l'industrie. Nous les avons aussi relayés dans nos travaux à l'espace éthique ou à l'université Paris-Saclay. Négliger l'anticipation d'un risque sanitaire dont les experts évoquaient la forte probabilité depuis les épisodes du SRAS, rappelez-vous en 2003, du H1N1, de la fièvre Ebola ou l'émergence d'autres coronavirus, a constitué une faute que nous ne parviendrons pas à réparer. Nos sociétés évoluent dans un environnement risqué, incertain, instable, interdépendant. Avons-nous pour autant développé une culture politique qui permette d'intégrer dans les décisions publiques et nos pratiques sociales l'exposition à l'imprévisibilité de sinistres provoqués par nos modes de vie, nos comportements, notre indifférence à l'autre, notre inattention au monde et tant de certitudes aujourd'hui démenties? Je dirais donc que pour faire front à une pandémie, c'est ne pas se limiter à décider de mesures de santé publique ou l'organisation des dispositifs médico-scientifiques. Une crise sanitaire planétaire déstabilise et interroge en profondeur les sociétés. Elle expose leur système de valeurs à une épreuve dont on ignore quelles en seront les conséquences irrévocables sur leur devenir. La réflexion éthique, dès lors, est sollicitée dans ces circonstances, non pas pour prescrire des règles de conduite, mais pour créer les conditions favorables à l'identification, à l'examen, à l'argumentation et à la hiérarchisation des stratégies dans un contexte complexe et incertain qui sollicite la pluralité des expertises. Il nous faut donc concevoir ensemble une autre approche de la crise sanitaire et ne s'aventurer sur d'autres voies que celles qui aboutissent au constat d'un échec des politiques mises en œuvre pour parer aux urgences de l'immédiat, sans nous fixer un cap, un horizon de dépassement. C'est à cette tâche que la réflexion éthique développée au plus près des réalités doit se consacrer dès à présent, également comme force de proposition politique. Merci donc à la Cité des sciences et de l'industrie de nous accueillir, de nous permettre cet échange ce soir. Merci à celles et à ceux qui suivront ce temps de réflexion partagée et vous ne le regretterez pas, soyez rassurés, nous avons tout pour vous apporter de la réflexion, de la curiosité et peut-être aussi un certain nombre d'éléments contradictoires. Nos intervenants sont toutes et toutes des personnes avec lesquelles j'ai le privilège de cheminer depuis des années. Leurs engagements, adossés à une pensée exigeante, nous sont encore plus indispensables en ces temps de déroute, mais aussi d'espérance nécessaire. Je vais donc vous présenter nos intervenantes et intervenants. Il y a Fabrice Zil, qui est philosophe, travaille à l'espace éthique de la région Île-de-France et qui a des missions notamment de proximité, d'investissement auprès des plus vulnérables, que ce soit dans les EHPAD, mais également dans d'autres contextes qu'il évoquera. Lui, il traitera d'une manière liminaire de questions philosophiques que nous pose le nouveau coronavirus. C'est vrai que ce sera un certain nombre d'éclairages nécessaires pour approfondir la réflexion éthique. On a la chance également d'accueillir Anne Caron-Déglise, qui est magistrate. Peut-être que tout à l'heure, elle se présentera davantage. Elle traitera notamment des phénomènes épidémiques et d'état de droit. Comment conserver la boussole des droits fondamentaux? Anne Caron-Déglise est investie dans beaucoup de domaines qui touchent au respect de la personne, dans ses valeurs, dans ses droits. Et son discours, vous verrez, n'est pas un discours éloigné de la réalité, il est très incarné. Et je la remercie d'être ici. Didier Sicard, on a le plaisir de dire qu'on est des compagnons de route, qui a été donc le président du Comité national d'éthique, mais qui a été aussi le cofondateur de l'espace éthique de la région Île-de-France. Il y a peu de décisions importantes que j'ai été amené à prendre avec nos équipes, pour lesquelles je n'ai pas demandé
à Didier l'arbitrage parce que, vous le savez, c'est un sage et toutes ses positions pour nous sont précieuses. Je vous invite d'ailleurs à voir l'article important qui a été publié dans Le Monde ce week-end et qui permet de voir en quoi la lucidité devrait être au rendez-vous aujourd'hui du décideur lorsqu'il assume des responsabilités avec la société. Et Didier abordera une question importante, le soin aux plus vulnérables, une arme essentielle dans la lutte contre la pandémie. Une autre intervenante pour nous très très précieuse, et vous regarderez sur le site de l'Espace Éthique les travaux de l'Observatoire Covid-19, éthique et Covid-19 qu'on a mis en place en février dernier, avec tout un ensemble de thématiques que l'on approfondit. Ça va des questions de la décision en réanimation aux questions du funéraire, de la mort dans les conditions que l'on sait dans le cadre du Covid-19, en abordant aussi toutes les vulnérabilités, les précarités, notamment des personnes sans domicile fixe, des exilés. Donc vous verrez à quel point la parole de Régine est importante. Elle est à la fois psychiatre et elle est tout à fait déterminante dans le développement du collectif des morts de la rue. Elle nous évoquera la question de nos vulnérabilités, à nos solidarités, pistes et réflexions. Et enfin, le dernier, c'est Patrick Lacadec, qui est véritablement le spécialiste de l'approche, j'allais dire très très concrète, très stratégique de ce que sont les risques. On s'était vu encore il y a quelques semaines à la Pitié-Salpêtrière intervenir sur les questions importantes, notamment de la décision dans le contexte difficile de pratiques dégradées. Et des réanimateurs faisaient apparaître toute l'importance de sa participation, notamment à des stades de réanimation, qu'il éclaire avec sa connaissance de tout ce qu'ont été les grandes catastrophes, notamment dans différents pays du monde, qu'il a analysé pour en tirer un certain nombre de lignes de conduite. Et donc, Patrick conclura ce tour de table par « Quand les crises sortent de tous nos domaines de vol », c'est toujours des belles expressions quand Patrick s'exprime, « fracturer nos univers mentaux ». Vous verrez que c'est à la fois passionnant et savoureux. Voilà, quand on aura terminé ces différentes approches, avec ce souci quand même, et ça fait partie un peu de notre culture, de ne pas se contenter d'une conversation amicale, mais d'apporter un certain nombre de références, de repères, donc du contenu. Donc il y aura ces interventions d'à peu près un quart d'heure chacune, et puis ensuite on reprendra le flambeau avec vos questions pour approfondir différents points. Voilà, vous avez vu à travers cette présentation de nos différents intervenantes et intervenants, on va partager ensemble un moment tout à fait éblouissant. Je donne de suite la parole à Fabrice Zil. Merci Emmanuel, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début de la crise du nouveau coronavirus, ce printemps, s'est produit un phénomène assez surprenant. Quand on y pense, de toutes parts, on a assisté à une floraison de tribunes pour penser, rêver, inventer ce qu'on appelait alors le monde d'après. Avant même d'avoir été confronté à la réalité du virus, aux malades, aux morts, avant même d'avoir fait l'expérience concrète de la maladie et de ses conséquences, avant de vivre la pandémie, on s'est mis à penser à l'après, comme s'il était possible d'enjamber par la pensée ce qui allait arriver, ce qui était en train de se produire. Comme si face à un réel sur lequel on avait le sentiment d'avoir peu ou pas de prise, la seule attitude possible était de se réfugier dans l'imaginaire, le rêve ou la fiction. Car ce que ces tribunes, ces appels à bâtir le monde d'après proposaient, ce n'étaient pas des exercices de prospective fondés sur une analyse patiente, rigoureuse de l'état du monde. Pour la plupart, ces tribunes étaient au mieux de gentilles et sympathiques utopies, de doux rêves sortis de l'imagination de ceux qui avaient la chance de vivre, le luxe de vivre un confinement heureux. Comme si le virus allait avoir un effet cathartique, comme s'il allait nous donner l'occasion de purger notre société de l'ensemble des maux qui l'accablent depuis si longtemps, comme si par une miraculeuse dialectique hegelienne, on allait pouvoir surmonter toute la négativité, le mal, tous les maux, pauvreté, solitude, inégalité, ultralibéralisme, individualisme, terrorisme et réchauffement climatique auquel nous étions confrontés. De mon point de vue, ce n'est pas cela qui est attendu de la philosophie en période de crise sanitaire, ce qui est attendu de la philosophie en contexte de crise, comme d'ailleurs dans les situations les plus ordinaires, c'est d'essayer de penser le réel, d'essayer d'aider à penser ce qui arrive et tenter de le problématiser.
Tocqueville dit que c'est ce qu'il y a de plus difficile, apprécier et comprendre ce qui se passe sous nos yeux. Il faut donc le faire avec beaucoup d'humilité. Et c'est ce que je voudrais essayer de faire ce soir, essayer de formuler, de cerner les questions, les problèmes que ce nouveau coronavirus et ses conséquences amènent à penser. À mon sens, ce nouveau coronavirus pose 5 questions philosophiques que nous avons un peu de mal à regarder en face. Et je voudrais pour cela intituler mon intervention « Ces 5 questions philosophiques que nous pose le coronavirus, mais que nous avons un peu de mal à regarder en face ». La première de ces questions est une question de nature assez métaphysique ou existentielle. Elle a à voir avec la vie, avec la mort, avec notre existence dans le temps, avec l'idée que nous nous faisons de la condition humaine et peut-être aussi avec l'idée que nous nous faisons de la philosophie. Avant que ne survienne la Covid, nous avions un peu tendance à oublier que nous sommes mortels. Nous avions un peu tendance à oublier notre vulnérabilité, notre fragilité. Nous avions un peu tendance à oublier le caractère fondamentalement précaire de nos existences, aussi bien individuelles que collectives. Nous croyions avoir définitivement vaincu les maladies infectieuses. Nous pensions que la médecine de demain, ce serait non pas celle qui sauve des vies, mais celle qui permet de vivre le mieux possible avec une maladie chronique. Nous pensions, grâce à la technique et aux technologies, être devenus comme maîtres et possesseurs de la nature. La Covid nous ramène de ce point de vue aux fondamentaux. Elle nous rappelle à notre vulnérabilité, à la fragilité de nos vies, à la précarité de nos existences. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas fondamentalement maîtres de nos destins, qu'il y a de l'aléa, de l'imprévisible, des choses qui ne dépendent pas de nous. Elle nous rappelle aussi que nous sommes mortels. Elle fait revenir la mort dans notre champ de conscience. Plus encore, quant à la crise sanitaire, s'ajoutent des actes terroristes. Quelle est la tâche de la philosophie dans ce contexte? Certains philosophes, comme Platon dans le Phédon, disent que philosopher, c'est apprendre à mourir. Pour ma part, j'ai toujours pensé que la philosophie devait être davantage une méditation sur la vie qu'une pensée de la mort, mais ça signifie que... bien parti, c'est bien. Mais ça signifie qu'il faut envisager la philosophie aussi comme une méditation sur la vie, mais pas au prix d'un déni, d'un aveuglement sur notre finitude, sur la négativité que la vie porte en elle-même. La maladie, la mort font intégralement partie de cette vie. Donc cette première question, à mon sens, que pose le coronavirus, c'est une vieille question philosophique qu'on trouve déjà chez Nietzsche. Comment penser la vie sans nier la perspective de la mort? Comment penser la santé sans nier le fait, la réalité de la maladie? Comment intégrer la perspective de la mort dans la pensée de la vie? Et cela très concrètement, par exemple, comment ne pas s'arrêter de vivre quand on sait qu'on peut tomber malade? Comment ne pas être terrassé par la peur de mourir? Et qu'est-ce que ça veut dire prendre soin dans ce contexte d'une vie où l'horizon de la mort est toujours présent? La deuxième question philosophique que nous pose, à mon sens, le nouveau coronavirus, ce n'est pas une question métaphysique ou existentielle, elle aurait plus maille à partir avec l'épistémologie ou de la philosophie de la connaissance. Elle a à voir avec des notions telles que la vérité, la science, l'opinion, la connaissance, la méthode, le raisonnement. Plus précisément, elle a à voir avec la médecine et avec la philosophie de la médecine. Avant l'épidémie du coronavirus, même si nous savions que la communauté scientifique n'était pas une mais plurielle, même si nous savions qu'il y avait des débats, des controverses scientifiques, parfois même des querelles entre des écoles, des désaccords sur les méthodes, nous pensions malgré tout que nous pouvions nous appuyer sur quelque chose comme les données de la science ou sur la parole des scientifiques en les considérant comme une unité. Nous pensions également que la médecine était fondamentalement une science et nous avions un peu oublié qu'avant d'être appuyés sur ces données de la science, sur de grands essais contrôlés et randomisés qui doivent venir en leur temps, la médecine est aussi une affaire de tâtonnement, de bricolage, d'essais, d'erreurs, que c'est un savoir qui se construit, qu'elle est non seulement une science mais une technique, et une technique vitale, comme le disait Canguilhem, qui voyait plutôt un art au carrefour de plusieurs sciences. Autrement dit, contrairement à une vision idéalisée de la médecine comme pratique entièrement normée par les connaissances scientifiques sur lesquelles elle est censée reposer, connaissances elles-mêmes produites par des savants parfaitement objectifs et sans affect, on a redécouvert qu'il y a de la conflictualité, des égos, de la subjectivité dans les sciences, et que la médecine n'est pas que la traduction de connaissances préalables, qu'elle est un art, une technique qui se déploie dans le temps
et qui, d'une certaine façon, est première par rapport à la connaissance scientifique. Autrement dit, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut tomber dans le relativisme, que des subjectivités qui s'affrontent, qu'il n'y a que ça en médecine, mais ça veut dire que ça nous interroge quand même fondamentalement sur qu'est-ce qui fait la scientificité d'un discours ou d'une pratique, qu'est-ce qui fait une médecine rigoureuse au-delà de sa scientificité, qu'est-ce qu'une bonne pratique médicale et qu'une bonne recherche médicale indépendamment de cette conception de la médecine comme science. La troisième question que nous pose le nouveau coronavirus nous fait passer de la philosophie des sciences et de la médecine à la philosophie politique, à des notions telles que la démocratie, la république, le pouvoir, le droit, la justice, l'État ou la société. Avant l'épidémie du coronavirus, il n'y a pas si longtemps, nous pensions que la démocratie, la république, c'était des hommes et des femmes politiques, des institutions, le Parlement, une vie politique. Nous pensions aussi que le caractère démocratique d'une société, il était lié au comportement démocratique de ses élites, au fonctionnement démocratique de ses institutions et au débat, à la concertation, à la discussion. De ce point de vue, on a constaté à la fois des efforts assez inédits, je trouve, de l'exécutif pour essayer d'expliquer ces mesures, ces choix, sa stratégie. Et on a vu, et je crois qu'Anne Caron-Déglise y reviendra, des inquiétudes légitimes sur les libertés publiques. On a vu à la fois une forme de retour de l'État Léviathan et en même temps le retour d'un État protecteur. Mais ce que je trouve que ce qu'on a surtout vu, c'est que ce qui fait battre le cœur de la démocratie et de la République, ce ne sont pas seulement ces institutions, ce ne sont pas seulement les représentants du peuple, ce ne sont pas seulement les hommes et les femmes politiques. On a redécouvert, me semble-t-il, que ceux qui font battre le cœur de la démocratie, ceux qui portent ces valeurs, qui les font vivre, ce sont des gens dont on parle très peu d'ordinaire. On n'en connaît même pas souvent le nom de leur métier. Les agents de service hospitalier, les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, les infirmières, les caissières, les livreurs, les routiers, les employés de supermarché, les employés des pompes funèbres. Autrement dit, on a redécouvert que le peuple, le démos, celui dont on ne parle pas ou peu, les métiers du soin, du care, ceux aussi qui, dans l'intimité des familles, dans l'intimité des foyers, à domicile, en EHPAD, dans les établissements qui accueillent des personnes âgées et handicapées, les enseignants, que c'est ceux-là aussi, ceux-là, CEX-là, qui font vivre la démocratie, qui font que la société a tenu, qu'elle ne s'est pas disloquée, à la fois symboliquement dans ses valeurs et matériellement, logistiquement, dans sa survie matérielle. Autrement dit, la question que ça pose, me semble-t-il, c'est qu'est-ce qui fait qu'un État, et qu'est-ce qui fait de nous un pays démocratique? Qu'est-ce qui constitue réellement une société démocratique? Est-ce que ce sont des institutions? Est-ce que c'est d'abord des institutions? Est-ce qu'il ne faut pas aussi, quand on se demande comment préserver la démocratie, être attentif à toutes ces dimensions et ces travaux-là où finalement, ce sont des gens ordinaires, des gens qui font vivre la démocratie, non pas seulement en parlant et en débattant, mais aussi en agissant et en prenant soin les uns des autres. Et donc, on a des formes très, très concrètes de solidarité. Et il me semble que là, il y a un questionnement très important à avoir sur ce qui fait de nous une société démocratique et comment la préserver. Quatrième question philosophique posée par le coronavirus, elle nous fait quitter la sphère politique pour la sphère sociale et économique. Elle a à voir avec des notions comme le travail, les échanges, le langage, la communication. Et de ce point de vue, on l'a beaucoup dit, et c'est vrai que la crise du coronavirus avait considérablement facilité ce qu'on appelle désormais le distanciel, et notre réunion de ce soir en est un exemple. Télémédecine, télétravail, téléenseignement, un autre rapport aux soins, au travail, au savoir, à la culture aussi. Il est vrai, ça a été beaucoup souligné, qu'il y a eu un boom de la télémédecine, de la e-santé, des télécommunications, du suivi des téléconsultations, du suivi à distance des maladies chroniques, des nouvelles formes de travail, des nouvelles formes de rapport au savoir. Et c'est vrai que ça a fondamentalement complètement bouleversé nos attitudes
attitudes, nos habitudes, nos façons de nous soigner, de travailler et d'apprendre. Pourtant, me semble-t-il, ce que ça a surtout montré, c'est qu'il y a des personnes qui s'épanouissent, qui trouvent leur bonheur dans ces nouvelles formes de rapport aux soins, au travail, au savoir, voire à la culture, et d'autres qui en sont exclus, qui en souffrent considérablement, non pas parce qu'elles seraient rétives au progrès ou inadaptées aux technologies, mais parce que ces nouveaux modes de rapport aux soins, au travail, à l'enseignement ou à la culture ne leur conviennent pas. On peut penser aux personnes qui ont besoin de soins de pédicurie, de kinésithérapie, parce qu'elles ont une maladie chronique à domicile. On pourrait penser à tous ceux qui ne peuvent pas ou que l'on n'autorise pas à télétravailler. On pourrait penser à beaucoup d'élèves des petites classes au moment de l'apprentissage de la lecture qui se retrouvent actuellement en grande difficulté, ou aux jeunes étudiants qui n'ont parfois plus de mutuelle ou plus de petits boulots et qui sont dans une situation de grande précarité, de grande fragilité. Autrement dit, plus qu'une découverte des choses à distance, ça nous montre comment des inégalités cumulées par rapport au virus, par rapport aux moyens de s'en prémunir, renforcent les inégalités en santé, la solitude, l'isolement, une certaine forme de misère, la faim probablement aussi pour certains. Autrement dit, le problème, quand on se demande qu'est-ce qu'une société injuste, c'est peut-être, pardon, j'ai fait un lapsus, quand on se demande ce que c'est qu'une société juste, peut-être comment pourrait-on commencer par se demander comment rendre notre société moins injuste, autrement dit, non pas seulement, et c'est exactement ce que disait John Rawls à la fin de sa vie, dans ses derniers travaux, non pas seulement corriger les inégalités d'accès au numérique pour faire en sorte, par exemple, que chacun ait un ordinateur pour pouvoir suivre des cours ou se soigner, mais corriger les inégalités sous-jacentes, les inégalités structurelles, sans quoi la société reste profondément inégalitaire et profondément injuste. J'en viens à mon dernier point, j'en ai quasiment terminé, à la dernière question philosophique que nous pose, à mon sens, le nouveau coronavirus. Ça relève plus de la philosophie générale, à des notions telles que la liberté, le sujet, autrui, le désir, la conscience, l'inconscient. Avant même la crise du coronavirus, nous aimions nous penser comme des sujets libres, indépendants, autonomes. Notre ambition était d'être ou de devenir un sujet, de nous gouverner par nous-mêmes, de ne pas dépendre d'autrui. Nous mesurions notre liberté et peut-être même notre réussite à notre autonomie, à notre indépendance vis-à-vis d'autrui et au degré avec lequel nous pouvions mener une vie conforme à nos désirs. Et ce, à la fois d'un point de vue individuel et collectif. On accordait beaucoup de prix à la souveraineté de l'individu et à la souveraineté des États, à cette capacité à se gouverner soi-même individuellement et collectivement, et surtout à ne dépendre que de ses propres forces et à être maître de son destin. L'épidémie de coronavirus apporte, me semble-t-il, un démenti assez cruel à ses croyances et puis à ses attentes ou à ses espoirs. Elle rappelle que ce qui nous caractérise bien plus que notre liberté, c'est notre dépendance à autrui, c'est notre interdépendance. Pour ne pas attraper le coronavirus, je dépends de moi, de mes précautions individuelles, mais au moins autant, voire beaucoup plus, du respect des règles sanitaires par les autres. Pour être soigné et espérer guérir du coronavirus, je dépends bien sûr autant de mes propres forces que du système de santé dans lequel je suis et de ceux qui vont prendre soin de moi. L'indépendance et l'interdépendance des États, on a bien compris maintenant que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous reposons partiellement et même grandement sur la capacité industrielle d'autres pays pour se procurer des masques, que nous sommes livrés à une concurrence internationale pour les acheminer en France. Et on sait très bien que la découverte et la commercialisation d'un vaccin demain passera par des marchés avec l'industrie pharmaceutique, des collaborations, mais aussi des concurrences entre les États. Ça signifie que, bien sûr, même avec cette prise de conscience, certains d'entre nous, et nous tous partiellement, continuons de rester dans une forme de déni ou d'inconscience à penser que à ne pas comprendre qu'on ne puisse pas avoir immédiatement de vaccin, à ne raisonner qu'en ne pensant à sa propre liberté. Mais finalement, ce que la question philosophique que ça pose, me semble-t-il, c'est comment nous penser à la fois comme autonomes et interdépendants, comment concilier à la fois la volonté d'avoir un destin singulier et nous penser dans un destin collectif, non pas en opposant la santé non plus en opposant la santé de l'individu et la santé publique, mais d'articuler ces deux dimensions et
présence d'autrui à la fois comme atteinte à ma liberté ou à mon autonomie et comme sa condition fondamentale. Donc pour le dire en un mot, et ce sera ma conclusion, la philosophie, je trouve, a quelque chose à dire du coronavirus, non pas en tirant la couverture à elle, non pas en voyant dans le virus une vérification de thèses que les uns et les autres défendent depuis des années ou des décennies, mais elle a un rôle à jouer pour essayer de reconquérir collectivement un peu de lucidité, un peu de maîtrise, peut-être aussi un peu de justesse, de décence et d'humilité dans la situation que nous traversons. Elle nous pose 5 questions philosophiques. Je les ai à peine esquissées là, mais je trouve que des questions que nous ne voulons pas ou que nous ne voulions pas tout à fait voir, ce qui confirme l'idée que face à une crise de cette nature et de cette ampleur, il faut agir, mais il ne faut pas non plus arrêter de penser, il ne faut surtout pas s'interdire d'essayer de penser, et pas seulement pour critiquer, ou en tout cas alors, si c'est pour la critiquer au sens d'une critique comme penser des limites, comme penser de ses propres limites, des propres limites de sa pensée. Et il me semble que c'est pour cela que nous avons du mal, mais en même temps qu'il faut le faire, à considérer les 5 problèmes, les 5 questions que j'ai brièvement exposées ici. Merci Fabrice de ces propos d'une grande clarté. Évidemment, on pourrait développer chaque point. J'invite celles et ceux qui souhaitent des approfondissements à aller sur le site de l'Espace Éthique. Il y a aussi des conférences qu'on organise et qui peuvent être pour chacun d'entre vous, d'entre nous, des moments d'approfondissement. Ce que j'apprécie aussi, c'est la Cité des sciences et de l'industrie qui nous permet ce soir de prendre le temps de la penser, prendre le temps d'y penser d'une certaine façon, et de dire qu'il y a quelque chose à penser. On a le sentiment souvent qu'on est dans l'activisme, dans l'improvisation de mesures, de dispositifs, mais si derrière il n'y a pas de la pensée, s'il n'y a pas du sens, et je rends hommage à Fabrice qui va sur le terrain, dans les EHPAD, on était en cancérologie, dans différents endroits confrontés à la situation de crise qu'on peut imaginer et qui ont besoin de cette capacité de recul et de discussion qui permet d'aborder, j'allais dire, avec la justesse et la rigueur nécessaire, les situations. Alors, on prendra après l'intervention d'Anne Caron-Église une ou deux réactions, mais puisqu'il y a Sébastien Claes qui nous fera un peu la synthèse des échanges que vous pourrez avoir en écrivant, puisque vous pouvez nous apporter vos réflexions, vos commentaires. Je vais de suite donner la parole à Anne Caron-Église, donc avocat général à la Cour de cassation, qui va, une fois qu'on a abordé la question de la philosophie politique, philosophie morale, à aborder aussi la question de l'état de droit. C'est aussi un aspect très philosophique, mais abordé par une magistrate, phénomène épidémique et état de droit, conserver la boussole des droits fondamentaux. Merci Anne de prendre la parole. Merci Emmanuel et bonsoir à tous. Après, effectivement, les questions philosophiques posées brillamment par Fabrice, comme toujours, je voudrais, moi, revenir sur la question de l'état de droit et la question des droits fondamentaux. L'épidémie que nous traversons marque en effet aussi un retour de l'État et de la décision publique. Elle est un test indéniable, tant sur la capacité de l'État à prendre des décisions pour contenir le virus et limiter sa propagation, que pour maintenir les principes fondamentaux d'un État de droit, dont celui d'assurer la protection des citoyens. Alors que le risque évident, qui est toujours la face cachée des états d'exception, est celui de l'opportunité pour les gouvernants de renforcer le pouvoir d'État. De ma place de juriste et de magistrate, nourrie de références de justice, d'équilibre des pouvoirs, mais aussi de traduction concrète, effective, proportionnée toujours aux objectifs poursuivis dans les actes du quotidien et dans les politiques publiques, je souhaiterais partager avec vous un certain nombre de constats qui exigent de notre part à tous une grande lucidité, mais aussi, je le crois profondément, un sens partagé de nos responsabilités au quotidien pour continuer à agir sans renoncer aux valeurs sur lesquelles reposent nos sociétés démocratiques. Aussi, tout simplement, pour préserver la confiance en l'avenir. En essayant de prendre la distance sur ce qui se passe et sur ce que révèle la pandémie que nous traversons, que pouvons-nous constater ? D'abord, sans doute que la pandémie est venue percuter de plein fouet une société secouée par des crises successives qui se sont multipliées à un rythme accéléré depuis le début de ce siècle
et qui sont autant de signaux d'alerte à l'échelle nationale, mais également internationale. Simultanément, se sont déclenchées des crises sanitaires, Ebola, le virus Zika, aujourd'hui la Covid-19, qui nous touchent désormais très directement. Face à cela, la réponse des États, et en particulier de la France, est construite dans l'urgence, à partir d'un discours et de mesures d'exception qui, selon moi, brouillent les notions de paix et de guerre, et l'exemple du traitement de l'actuelle pandémie pour faire face à la propagation du virus avec des conséquences immédiatement mesurables et significatives, et c'est le premier point sur lequel je m'arrêterai quelque temps. Dans le même temps, loin de tirer véritablement les enseignements des événements et de tenter de poser les bases d'une réaction sur le temps long, les décideurs publics n'ont pas engagé suffisamment une dynamique dans laquelle chacun puisse véritablement se reconnaître, notamment sur les activités dites essentielles et sur les services publics, dont celui de la santé, mais il n'est pas le seul service public qui est chahuté par cette épidémie et par les décisions publiques. Alors, me direz-vous, comment peuvent faire les pouvoirs publics alors que nous savons tous quel est l'état dégradé des services publics, nous savons tous également que la confiance dans la représentation nationale est fortement entamée. Nous savons aussi qu'il existe un décalage évident entre les décideurs et le terrain qui se traduit par une absence quasi totale, ou en tout cas très insuffisante, de partage de la réalité des faits et une impossibilité de poser des priorités qui fassent sens pour tous. Alors, ce sera donc le deuxième point. Le premier point, je crois, nous invite à observer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est d'abord une situation qui est extrêmement complexe et objectivement grave. Il faut rappeler actuellement que des procédures sont en cours pour évaluer les responsabilités des gouvernants et identifier ces responsabilités en vue de sanctionner le cas échéant celui ou ceux qui n'avaient pas pris les décisions qui s'imposaient au début de l'épidémie, et en particulier dans la commande des masques, ou avaient menti sur la nécessité de les porter. Et je crois que nous devons tous l'avoir en tête, car gouverner aujourd'hui est extrêmement difficile. Selon Santé publique France, qui collecte les données, à ce jour, nous en sommes à 1 250 200 décès dans le monde depuis le 31 décembre 2019, dont 241 700 en Europe et à peu près 40 000 en France. La saturation des lits de réanimation disponibles est annoncée ou atteinte dans certaines régions, et les soignants en nombre insuffisant, tout comme les intervenants en EHPAD par exemple. Après un premier confinement total, nous sommes dans un deuxième confinement et peut-être, probablement pas, dans un second. Cependant, si l'on compare notre pays à d'autres pays, nous pouvons dire que l'efficacité sanitaire du confinement interroge. Nous pouvons aussi dire que la vraie difficulté aujourd'hui, objectivement, est la capacité du virus à saturer les hôpitaux, puisque les scientifiques nous disent que la létalité du virus est elle-même faible, moins de 1%, de sorte que le qualificatif grave associé à la maladie est aujourd'hui discuté dans un certain nombre de papiers. Alors face à cela, la situation est cependant grave parce qu'un nombre de morts important est enregistré, parce que aussi, nous le savons, il existe des populations particulièrement à risque au regard de l'épidémie. Le Conseil scientifique les a évaluées à 22 millions de personnes en France. C'est beaucoup. Ce sont les plus de 65 ans, ce sont les sujets jeunes avec des facteurs de comorbidité, mais ce sont aussi des personnes en situation de grande précarité. Je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur ces personnes. Les personnes en situation de précarité ou de grande précarité, nous le savons, sont en nombre extrêmement important, et un nombre qui a augmenté depuis une bonne quinzaine d'années. Ce glissement ne date pas seulement de la crise sanitaire. Les données récemment publiées par l'INSEE montrent que 2018 a été déjà un moment d'amplification de la paupérisation du plus grand nombre. Alors que depuis plus de 15 ans, les collectivités locales voient leur dotation sociale attribuée par l'État diminuer, dans le même temps que se sont opérés de nombreux transferts de compétences. La crise actuelle met douloureusement en lumière que les solidarités sont d'abord portées par les échelons locaux, par les territoires, qui doivent pallier les désengagements de l'échelon national, et en particulier les diminutions ou les disparitions de soutiens nationaux au logement. Et on sait que le logement le chez-soi a été l'une des grandes difficultés du premier confinement, et l'est aussi dans le deuxième.
Le confinement lui-même a des effets secondaires terribles sur ces populations et sur les plus fragiles. Nous savons que les violences conjugales, par exemple, ont augmenté de 40%, que les publics fragiles, que sont les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les malades mentaux, ont pu être mis en danger tout particulièrement dans ces 2 périodes de confinement. Nous savons que les bénéficiaires de l'aide alimentaire ont augmenté d'environ 30% et que, par exemple, le Secours populaire a vu exploser le nombre des demandes de repas de 45%, alors même qu'un certain nombre de personnes étaient inconnues avant ces périodes de confinement. Face à ces constats, la réaction de l'État interroge parce que nous avons vu se multiplier des dispositions d'exception qui, nous pouvons le craindre, peuvent durer encore un certain nombre de mois, voire d'années. Le premier confinement a mis en lumière des atteintes sérieuses à l'état de droit. Les conditions de vote par le Parlement de la loi organique du 23 mars 2020 n'ont elles-mêmes pas respecté la Constitution, puisqu'en principe, l'Assemblée nationale et le Sénat auraient dû débattre de ce premier confinement et disposer d'un temps suffisant pour le faire, ce qui n'a pas été le cas. Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré la prise de position du gouvernement et la décision du Conseil constitutionnel a été très critiquée comme étant un précédent autorisant à déroger à la Constitution en fonction de circonstances exceptionnelles, ce qui ouvrait ainsi une accoutumance, puisque, on dit un certain nombre de commentateurs, les contrôleurs avaient lâché prise. D'ailleurs, la Cour de cassation et le Conseil d'État se sont organisés lors du premier confinement pour ne plus traiter que des questions dites urgentes de liberté publique ou de liberté individuelle. Et à la Cour de cassation, ces questions urgentes étaient réduites, même si évidemment les situations étaient préoccupantes et justifiaient une intervention, mais aux seules questions pénales, aux seules questions qui concernaient les détenus. Cela a permis de dire que l'état de droit n'avait été maintenu qu'en apparence pour les mesures strictement liées soit aux détenus pour la Cour de cassation, soit à l'urgence sanitaire pour le Conseil d'État. Et dans le même temps, l'accès aux juges était devenu fictif, tant en raison des conditions mêmes du recours au juge que, bien entendu, des réponses qui pouvaient être apportées par les plus hautes juridictions de France. De nombreuses dispositions ont également été prises par les ordonnances d'application du gouvernement à la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020. Et cette loi et ces dispositions ont posé question parce qu'elles ont institué un certain nombre de dérogations aux règles de fonctionnement, notamment des juridictions, c'est-à-dire des tribunaux, ce qui, dans un état de droit, pose difficulté, puisque ça signifie que les personnes qui estimaient devoir avoir à se plaindre d'un certain nombre de prises de décision, notamment dans le quotidien de leur vie, je pense au droit du travail, je pense au droit de la famille, je pense au droit de la protection sociale, je pense au droit des enfants, je pense aux hospitalisations, aux hospitalisés sans leur consentement, ne pouvaient pas directement saisir le juge puisque la justice n'avait pas été considérée comme un service essentiel. Le résultat de cette suspension d'une partie essentielle de notre droit est sur la forme le signe que le droit d'exception a fait perdre son autorité et sa légitimité au droit ancien, c'est-à-dire le droit commun, aux règles de procédure qui sont autant de garanties de l'ancien monde. Sur le fond, les règles nouvelles des régimes d'exception signent une forme brutale et sans ménagement de mise à l'écart de notre droit et des principes sur lesquels il repose. Le deuxième confinement, décidé le 28 octobre 2020, quelques jours après l'instauration du couvre-feu, comporte tout autant de risques pour l'état de droit. D'abord un risque d'accoutumance et un risque ensuite de transfert de mesures dérogatoires dans le droit commun. Le vice-président du Conseil d'État, Bruno Lasserre, s'est lui-même exprimé en ces termes. Sans une vision à long terme de la gestion des risques qui nous menacent, le recours aux états d'exception a toutes les chances de s'imposer de plus en plus fréquemment. Le risque, dit-il, serait d'aller vers un état d'urgence permanent qui entretiendrait l'illusion d'éliminer tout risque dans une société de la peur, habitée par un sentiment de danger toujours présent. La crise sanitaire et le refus de prendre en compte l'organisation de la justice
comme une activité essentielle ne peuvent, dans ces conditions, qu'aboutir à une désorganisation qui entraîne la disparition de l'accès aux juges. Cette pente comporte un risque majeur, le risque que cet état d'urgence sanitaire constitue un laboratoire qui s'installe dans la durée. La prolongation, voire l'institutionnalisation d'un système qui prendrait des décisions à l'abri des justiciables, à l'abri des personnes elles-mêmes. Et n'oublions pas qu'un certain nombre de décisions ont pu être prises sans audience, c'est-à-dire sans la présence des personnes devant leur juge, sont non seulement une atteinte au contrat social, mais aussi une mise en danger de tous. Deuxième difficulté, au-delà de l'accoutumance, c'est le transfert de mesures exceptionnelles dans le droit commun. L'autre conséquence d'un recours croissant au régime dérogatoire est qu'ils infusent le droit commun. La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme de 2017 a entraîné, a amené des mesures d'état d'urgence dans le droit commun. Nous constatons le même phénomène, certes de façon plus limitée dans le temps, avec la loi du 9 juillet dernier sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Elle a permis aux préfets Anne, ton micro est coupé. Je le remets, voilà. Je ne sais pas à quel moment il s'est coupé. Je ne sais pas à quel moment il s'est coupé, mais donc j'avais indiqué les risques du deuxième confinement sur les mesures d'exception, à la fois sur l'accoutumance aux dispositions d'exception et par ailleurs sur le transfert de mesures exceptionnelles dans le droit commun, puisque l'on a pu le constater pour les mesures d'état d'urgence terroriste, un certain nombre de mesures sont maintenant dans le droit commun, qui sont des mesures de surveillance généralisées, qui sont relativement acceptées par l'opinion parce que elles font peser les contraintes les plus lourdes sur une petite fraction de la population et parce que par ailleurs, les atteintes apportées par le terrorisme sont des atteintes effectivement extrêmement graves. Pour ce qui concerne les mesures de l'état d'urgence sanitaire, nous sentons venir aujourd'hui un certain nombre de contestations des mesures d'exception prises par le gouvernement parce qu'elles touchent tout le monde et parce qu'elles heurtent à la fois le commerce, à la fois les libertés individuelles, à la fois les rencontres des personnes avec leurs proches. Bref, ça concerne tout le monde et donc c'est nécessairement moins bien accepté que les dispositions relatives au terrorisme. Alors, à partir de ces éléments de constat qui ne peuvent manquer d'interroger, encore une fois dans un contexte compliqué, puisque j'ai indiqué tout à l'heure, nous ne devons jamais oublier qu'être aujourd'hui au pouvoir est quelque chose d'extrêmement compliqué. Les gouvernants faisant l'objet de poursuites, et en particulier l'actuel ministre de la Santé. Donc, il faut évidemment toujours avoir ça en tête. Nous devons, et c'est mon deuxième point, me semble-t-il, essayer de tirer véritablement les enseignements des événements, des phénomènes épidémiques, pour poser les bases d'une réaction sur le temps long en conservant la boussole des droits fondamentaux. Une épidémie est en effet un danger social majeur parce qu'elle détruit le lien social. D'autant plus lorsque le langage utilisé et la communication sont ceux de la peur et non pas de la lucidité, indispensable, me semble-t-il, à la construction d'un langage adulte et responsable. Le malade, pour lequel on a l'habitude de la compassion, devient un potentiel ennemi. Et les récits de la peste dans l'histoire et dans la littérature nous décrivent des mères abandonnant leurs enfants, des maris abandonnant leurs femmes, des frères et des sœurs se lâchant la main, parce que la peur de mourir prend le pas sur le sentiment affectif. Une maladie contagieuse a des conséquences sur le plan politique et économique, mais aussi social et mental. Très près de nous, souvenons-nous, même si ces moments semblent avoir disparu, mais souvenons-nous tout de même des petits mots accrochés aux portes des soignants par des voisins terrorisés qui demandaient, plus ou moins gentiment, d'aller habiter ailleurs. Et tout cela était évidemment un indice d'une crainte qu'il ne faudrait pas voir se propager. Ce comportement, évidemment, pose difficulté et
l'historien Jean Delumeau parlait à propos des épidémies de l'époque moderne et médiévale d'une dissolution de l'homme moyen, ne laissant plus apparaître que des héros ou des lâches. Je crois que nous devons être extrêmement vigilants sur ce que nous observons, ce que nous constatons, de manière à ne pas tomber dans cette peur de l'inconnu. Selon moi, deux chemins sont possibles pour réagir. Le refus de la tentation qu'on peut avoir du rejet des droits fondamentaux et l'engagement dans des actions et dans des réflexions concrètes. Parce que les droits que nous avons sont non seulement des droits valeurs et non pas des droits créances, mais ce sont mes droits, mais ce sont aussi les droits de l'autre avec lequel je suis indissociablement lié. Refuser la tentation du rejet des droits fondamentaux. Je crois que nous ne devons pas accepter de renoncer au quotidien au respect des droits. Il ne s'agit nullement d'instiller une forme de désobéissance civile, même si l'esprit critique doit être là, et vous avez vu que ça faisait partie de ma première partie. Mais nous devons apporter une réponse humaine et respectueuse de l'autre dans nos actions et notre vie, chacun à notre place. Nous avons des exemples pour cela. Souvenons-nous en effet que pendant de nombreuses années, les publics les plus touchés par le sida, en particulier les usagers des drogues par voie intraveineuse, ont été davantage ciblés par les forces de l'ordre que par des logiques sanitaires ou médicales. La stigmatisation des populations les plus touchées a eu des conséquences graves sur la vie des malades dans une épidémie qui était déjà meurtrière. Mais face à de tels réflexes, un contre-pouvoir a émergé destiné à ébranler les certitudes aussi bien policières que sanitaires. Des actions collectives menées par AIDS, ACT UP ou les collectifs d'usagers ont contribué à bâtir un nouveau modèle de lutte contre les épidémies, incluant les personnes concernées et respectueuses des droits humains. Dans la présente épidémie, de nombreux acteurs se sont également mobilisés lors de la première vague. Nous avons eu de nombreux exemples dans les EHPAD, sur le terrain, de personnes qui ont par exemple apporté des repas, apporté de l'argent à ceux qui ne pouvaient aller les chercher aux distributeurs, apporté des aides concrètes. Donc hier comme aujourd'hui, le besoin pour l'État de faire preuve de sa capacité doit être stimulé et il doit entendre la demande des concitoyens de voir quelqu'un à la barre, à la fois dans la crise sanitaire, mais aussi dans la défense des droits fondamentaux. Et de ce point de vue, le président de la République, en sa qualité de garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité du fonctionnement démocratique, doit prendre sa part. Il nous appartient, nous, à notre place, de demeurer inlassablement vigilants, chacun à notre niveau. Comme les phénomènes épidémiques antérieurs, les conséquences à long terme des mesures prises dans l'urgence sont à la fois prévisibles et inconnues. Le renforcement de la surveillance électronique de chacun se fera-t-il au bénéfice d'un État renforcé ou d'une information individuelle respectueuse des libertés? Les contre-pouvoirs se seront-ils accommodés des délais et des informations parcellaires qui les empêchent parfois de jouer leur rôle? Les acteurs auront-ils, quant à eux, intégré les priorités qui les conduisent parfois à se protéger eux-mêmes avant de jouer pleinement le rôle qui est le leur, chacun à leur place, et qui oblige à des réflexes d'interrogation constante sur le respect des droits fondamentaux de l'autre que moi, souvent plus fragile. Le travail à domicile qui empêche les vrais échanges sera-t-il une libération égoïste ou un enfer de surveillance permanente? La relocalisation et le raccourcissement des chaînes de valeur économique favoriseront-ils l'environnement ou au contraire auront-ils d'autres effets beaucoup plus pervers? Le quoi qu'il en coûte reposera-t-il à la fin sur tous équitablement ou le prix de la crise sera-t-il payé par les plus fragiles? Si les crises donnent lieu à des accélérations du temps, à des bifurcations soudaines, les directions dépendent des choix politiques et sociaux, mais aussi de nous. La multiplicité des réflexions, mais aussi des réactions constructives, laisse espérer que nos sociétés seront éclairées pour ces choix. Il faut encore que nous puissions en débattre sereinement. Alors pour terminer, je suis de ceux qui pensent profondément qu'il nous appartient ensemble de nous laisser guider dans cette tempête. Comme dans toutes celles qui à bien y réfléchir, nous avons traversé, et d'autres ont traversé avant nous, il nous appartient de nous laisser guider par la boussole des droits fondamentaux.
certainement pas en les brandissant comme des glaives de revendications incessantes. Et c'est d'ailleurs souvent la critique qui est faite aux droits fondamentaux, si facile et si méprisante parfois. Mais il faut bien évidemment les affirmer encore et toujours comme la traduction de valeurs auxquelles nous croyons et qui permettent tout simplement de reconnaître et de rendre visible l'unité dans laquelle nous sommes et l'unité qui nous permet de voir chaque fois au quotidien les liens qui nous unissent aux autres. De ce point de vue, mobiliser les forces du droit, les règles d'humanité, peut nous aider sans doute à résister à la facilité du pilotage automatique et du à quoi bon de nos actions quotidiennes, ce à quoi bon à laquelle nous sommes parfois, et je le dis de ma place de magistrat, nous sommes parfois ramenés par des décisions que nous ne comprenons pas toujours et qui, j'ai essayé de vous l'expliquer dans la première partie, nous interrogent très profondément sur la connexion indispensable qu'il doit y avoir entre les décideurs publics, quelle que soit la difficulté de leur tâche, et nous-mêmes qui, sur le terrain, au quotidien, essayons toujours de traduire ces décisions en faits, en actes respectueux des personnes avec lesquelles nous essayons de maintenir un lien. Je vous remercie. Immense merci pour cette deuxième éblouissante intervention. C'est vrai qu'on a du plaisir à écouter, de voir à la fois comment on peut approfondir des questions. Là, c'était le point de vue du magistrat. Tout à l'heure, on a eu le philosophe, mais également le courage, la netteté, et puis nous donner comme ça des lignes d'action. Alors, ce que je propose, c'est de donner la parole à Sébastien Claes, qui va résumer 2-3 questions qui ont été posées par les personnes qui nous font le plaisir de suivre cette soirée importante. Et après, je donnerai la parole à Didier Sicard. Sébastien, si tu veux prendre la parole pour relayer des questions, puisque tu m'en as dit qu'il y en a pas mal qui sont tombées sur ton écran. Bonjour à tous. Oui, Sébastien alors, est donc philosophe aussi au sein de l'espace éthique. Je ne t'avais pas présenté. Il s'occupe également de philosophie de la communication. je te remercie, Emmanuel, pour ta présentation. Je remercie aussi nos deux intervenants et puis tous les internautes qui échangent en ce moment même sur les commentaires de la vidéo, sur le chat. Alors, j'ai identifié 3 types de questions. Le premier type de question pour Anne Caron d'Église. Que pouvons-nous faire pour prévenir des atteintes à nos libertés? Voilà. Concrètement, dans cette situation, alors on a parlé d'atteinte, la question de l'agir, que faire? Ensuite, la deuxième question, c'est une remarque d'un internaute. Une épidémie détruit le lien social. C'est une question. Comment maintenir le lien social dans la crise sanitaire? Est-ce que ce ne sont pas plutôt les mesures prises qui détruisent le lien? Donc, dans ce cas-là, comment maintenir ce lien social dont parlait notamment Fabrice comme une dimension très importante de nos sociétés démocratiques? Et puis la troisième question, c'est la question du choix, la question de la délibération démocratique et la question de savoir dans quelle direction on tranche. Alors, il y a un débat sur le chat, à savoir si finalement doit-on protéger les personnes vulnérables plutôt que les commerçants, plutôt que les personnes qui risquent de subir des violences pendant un confinement, plutôt que les personnes en situation de handicap qui se sont retrouvées isolées au domicile, etc. Alors, du coup, la question qu'on peut avoir par rapport à ces interrogations, c'est comment on arbitre et quels sont les principes que nous devons respecter vis-à-vis des personnes vulnérables et vis-à-vis des autres citoyens. Voilà, je vous laisse intervenir sur ces sujets. Sébastien, de cette belle synthèse, et merci aux internautes qui interagissent avec nous, sachant que aussi bien Fabrice que Anne d'Église n'auront que 3 minutes chacun pour intervenir, puisqu'on a un programme chargé, on a encore 3 intervenants, et il faut qu'ils aient la place pour s'exprimer. Alors peut-être Anne Caron d'Église veut interagir avec les internautes. Oui, alors peut-être sur la dernière question avant la première, le choix et les délibérations. Oui, bien sûr, choix et délibération démocratique. Je crois avoir dit qu'il est extrêmement compliqué, évidemment, aujourd'hui, pour n'importe quel pouvoir politique de prendre des décisions dans le contexte actuel. Je crois qu'il faut évidemment avoir ça en tête. Mais pour autant, faire des choix suppose de respecter un certain nombre de règles.
D'abord, de communiquer de manière extrêmement transparente, claire, sur l'état des lieux, sur les données scientifiques, mais aussi sur les données légales. Respecter les espaces de débat, ce qui n'a pas été, à mon sens, suffisamment le cas, ce qui fait que la réception par les différents publics, dont les publics de professionnels, est une réception qui ne peut pas comprendre la portée des décisions qui sont prises parce que les contre-pouvoirs ne sont pas suffisamment mobilisés. Premier point. Deuxième point, comment choisir entre les vulnérables et les moins vulnérables? Nous savons que les décisions qui sont prises aujourd'hui, qui ont amené soit à un confinement des plus fragiles, soit à un confinement généralisé, vont frapper de manière beaucoup plus importante les personnes les plus vulnérables. Pourquoi? Parce que d'abord, un certain nombre de personnes n'ont pas les moyens de faire connaître quelles sont leurs positions, n'ont pas le moyen de se défendre, n'ont même pas de logement. J'ai insisté sur cette question du logement. Quand on dit aux personnes restez chez vous, encore faut-il qu'elles aient un chez elles. Et encore faut-il que de chez elles, elles puissent se nourrir, se soigner, rencontrer d'autres personnes. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Comment arbitre-t-on? Eh bien là encore, on arbitre en posant tous les termes du débat et en laissant aux personnes la possibilité aussi de dire ce qu'elles souhaitent pour elles-mêmes, à tous les niveaux et en particulier en proximité. C'est très particulièrement vrai pour les personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou en EHPAD. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas continuer à prendre des décisions pour elles sans leur demander quel est leur avis. Que pouvons-nous faire pour prévenir les atteintes aux libertés? Évidemment, la réponse est aussi dans ma première réaction. Pour pouvoir prévenir les atteintes aux libertés, il faut encore que nous soyons informés, nous puissions disposer des outils qui nous permettent de discuter, de mener le débat et éventuellement de contester de manière évidemment intelligente. Et cette manière intelligente, c'est au quotidien de trouver la distance suffisante avec des décisions qui s'imposent à nous. Moi-même, je porte le masque, je suis confinée, je rédige mes propres attestations quand je sors, donc je dois respecter les décisions qui sont prises. Mais pour autant, je dois aussi participer au débat démocratique à la place qui est la mienne pour faire émerger les interrogations qui sont les miennes, les partager, et au quotidien, dans les actions qui sont mes actions de magistrat, continuer encore à amener les personnes à dire ce qui leur pose difficulté dans les mesures qui sont prises et amener en particulier pour l'aide aux personnes les plus vulnérables, les professionnels à continuer à se rendre au domicile des personnes lorsque les personnes le demandent pour ne pas abandonner ceux qui sont les plus fragiles. Je suis obligée de m'arrêter pour respecter le temps. Merci Anne de cette discipline de magistrate. Je rappelle pour les gens qui nous rejoignent qu'Anne Caron-Déglise est donc avocate générale à la Cour de cassation. Elle est membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Elle a été pendant longtemps un magistrat qui s'est occupé des tutelles, juge des tutelles, donc il connaît parfaitement et qui a écrit un rapport notamment sur ces questions qui sont importantes. Alors, je donne la parole à Fabrice Exil, lui qui est philosophe, je dis pour les gens qui nous rejoignent, donc qui est philosophe, qui est adjoint du directeur de l'espace éthique de la région Île-de-France et qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est travail de terrain, c'est-à-dire de nos relations avec notamment les établissements et puis les gens qui, dans la ville, assument les responsabilités qu'on a évoquées, y compris pour les personnes qui n'ont pas de domicile. Fabrice? Merci Emmanuel. Alors sur la question du lien social, évidemment, effectivement, comme vous le dites, c'est moins le virus que les mesures prises pour lutter contre le virus qui menace ou qui fragilise le lien social. On l'a vu notamment dans les EHPAD au printemps, quand les portes des EHPAD ont été fermées aux visites, ça a eu des conséquences extrêmement délétères pour les personnes accueillies, pour les familles également. Et on voit que la nouvelle manière d'appréhender ces choses maintenant, dans cette deuxième phase où la règle d'or est essayer de protéger les résidents des EHPAD sans les isoler, c'est-à-dire d'essayer de maintenir les établissements ouverts aux visites avec des règles sanitaires très, très strictes, c'est essayer de concilier la protection de la santé contre le virus et la préservation d'une vie sociale, ce qui est cohérent avec l'idée que la vie, ce n'est pas simplement la vie biologique, la vie du corps, la vie nue, mais que c'est la vie, elle est dans toutes ses dimensions psychiques également, sociales, relationnelles, affectives aussi.
sur le deuxième point, je vais aller beaucoup plus vite. Quel principe, quand on a à faire des choix ou des arbitrages vis-à-vis des personnes particulièrement vulnérables, à mon avis, les mêmes principes que ceux qu'on a à faire pour tous les autres choix, c'est-à-dire les écouter, tenir compte de ce qu'elles ont à exprimer, les consulter, que ce soit l'association Hold Up nous le rappelle en disant que très souvent la parole des aînés n'est pas assez entendue, que tout le monde parle pour eux et elles sans les écouter. Les associations de patients et les associations de familles disent la même chose dans le champ de la démocratie sanitaire. Donc que ce soit dans ce champ-là, démocratie sanitaire ou médico-sociale, ou dans le champ de la démocratie tout court, je crois que le premier principe démocratique des choix et des arbitrages, ça devrait être la concertation, l'écoute, le dialogue pour que les décisions soient partagées. Merci Fabrice. Alors je vais donner la parole à Didier Sicard, donc ancien président du comité consultatif national d'éthique. C'est un professeur de médecine interne qui avait été beaucoup engagé aussi dans les années SIDA, hein, qui a été promoteur aussi d'une éthique pour une autre pandémie d'une certaine façon. Et puis alors je dois montrer, je ne sais pas si vous voyez le livre, donc le fameux collectif qui a été évoqué au tout début. Il nous a fait l'honneur d'en écrire la préface et l'ensemble des intervenants ce soir font partie des 131 contributeurs à cet ouvrage qui est, à mon avis, un ouvrage qui complétera d'une manière intéressante notre soirée. Didier, merci d'intervenir. Merci Emmanuel. Le titre, c'est « Les soins aux plus vulnérables, non pas comme un choix, mais comme essentiel dans la lutte contre la pandémie ». En effet, la lutte contre la pandémie peut être gagnée avant même le vaccin. Je crois que le vaccin ne sera pas l'ultime résolution de cette épidémie. Mais ça peut être aussi un désastre social qui va s'éterniser, voire se creuser. Car toute action politique, fût-elle apparemment aussi intelligente possible, peut devenir une victoire à la Pyrrhus tant qu'elle se limite à son aspect d'éradication infectieuse d'un virus ou d'un microbe. À moins d'un régime totalitaire, et je connais bien les régimes totalitaires de l'Asie, comme la Chine, le Laos ou le Vietnam, où un peuple entier est incarcéré sans exception avec la disparition absolue de tous les droits fondamentaux. Cet enfermement dans nos pays, si légitime fût-il sur le plan scientifique, est à la source non seulement d'un désastre social sans équivalent, mais dans la prolongation silencieuse de l'épidémie sous une forme qui atteint les plus vulnérables. Car la solidarité dans ce domaine n'est pas d'ordre compassionnel, elle est d'ordre essentiel. Redonner des droits à ceux qui n'en ont pas, parce qu'on parle toujours des droits fondamentaux comme si chacun des Français avait des droits. Le problème, c'est que les droits, il faut leur redonner puisqu'ils ne se perçoivent pas comme titulaires de droits. Je m'explique, si on laisse de côté les sans-logis, les prisonniers, les personnes vivant confinées les unes sur les autres, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, c'est une sorte de double peine qu'on leur inflige à elles, car elles n'ont plus accès à leurs maigres ressources et même au minimum de droits qu'elles pouvaient avoir. Peu importe, semble-t-il, dans la société, si les statistiques de Pascal Jacob révèlent un effondrement, statistique extrêmement précieuse communiquée au ministère de la Santé, effondrement des recours des soins pour les personnes en situation de handicap. Peu importe si les personnes âgées n'ont plus la relation sociale qui les maintienne en vie, et elles disent elles-mêmes que les relations sociales sont plus précieuses que la vie elle-même. Des voix réclament leur confinement, même, j'ai entendu encore ce matin, pour protéger les hôpitaux des services de réanimation débordés, alors qu'on sait très très bien que cet afflux ne leur sera pas accordé la plupart du temps. Peu importe si les plus pauvres, enfermés dans des lieux à plusieurs, sans fenêtres, sans aération, sont exposés à une supercontamination, à une recontamination éventuelle, et donc supercontaminants. Les mesures dites de gestes barrières s'arrêtent au seuil de ces situations. Leur abandon crée des espaces à risque. La réponse habituelle est que leur enfermement est pour leur bien, en même temps pour nous protéger et non pas pour les protéger. Venir spontanément à leur aide, c'est-à-dire prendre conscience de situations très concrètes,
plutôt que des grands discours de mesures générales, mais qui sont non seulement réduire le risque de ce que l'on nomme des clusters, mais leur intégration sociale permet à une société de se regarder en face, de ne pas esquiver notre commune appartenance. Un des moyens malheureusement peu utilisés dans cette pandémie, ce serait au fond l'Assemblée ou le Conseil citoyen. Bien que vous en ayez parlé, que sa nouveauté ait surgi au temps du sida, certes sous une autre forme très associative, act-up, etc., qu'elle se soit affirmée avec la crise des Gilets jaunes et que la prise de conscience de l'urgence écologique du réchauffement climatique où des jeunes ont commencé à manifester, je n'ai vu depuis le mois de mars aucune structure de ce genre depuis le début de cette pandémie qui rassemble les personnes les plus vulnérables. Le conseil scientifique de Jean-François Delfraissy l'avait pourtant réclamé. Et il me l'a dit qu'il avait essayé, pour lui, c'est vécu comme un échec. Car si des personnes en situation de handicap, des familles de personnes en EHPAD, des personnes en situation précaire, des sans-papiers, des travailleurs contraints à les conditions de travail qui les exposent contre leur gré à être contaminés, s'ils avaient pu être réunis sous la forme ou sur une autre, leur témoignage aurait été d'une richesse insoupçonnée. Alors que nous ne les avons absolument pas entendus, même on les a entendus moins que jamais. C'est quand même étrange que dans une crise aussi grande, les seules personnes que nous n'entendions jamais, les invisibles, se limitent à des articles dans les journaux. Écoutez ces personnes, et plutôt que au fond, de leur infliger des paroles un peu blessantes, voire stigmatisantes, et paradoxalement un des moyens les plus simples et les plus sûrs de combattre l'épidémie. C'est le paradoxe qu'en écartant les plus vulnérables, des processus de décision, les politiques de santé prolongent la pandémie. L'opinion, si elle voyait que l'on protège les plus vulnérables, oublierait paradoxalement leur égoïsme. Et si on protège les invisibles, alors peut-être aussi que moi aussi, je voudrais qu'on me protège. Une parole venue d'en bas est plus écoutée qu'une parole venue d'en haut. Non pas qu'il faille les opposer, mais plutôt les joindre, ce qui permet une médiation de la parole d'en bas. Alors si on retournait la situation, plutôt que de les enfermer, il serait... Je ne vais pas quitter le... Non, c'est parfait, on t'entend parfaitement, Bien. Didier. Bon. C'est parfait. Si on retournait la situation, plutôt que de les enfermer, il serait judicieux d'en faire des personnes avec un minimum d'autonomie. Faire comme en Allemagne. En Allemagne, la différence avec la France, que j'ai vu parce que je connais très très bien les équipes médicales de Cologne en particulier, ce sont les équipes sanitaires qui quittent les hôpitaux, qui vont au-devant d'elles, trouvent des solutions d'hébergement provisoire, tentent les approches avant qu'elles ne demandent à occuper des hôtels vides, toujours moins chers que la poursuite de la contamination, et valident les situations de sans-papiers en souffrance. La pandémie, alors, touche tout le monde, mais elle ne choisit pas ses victimes. Et le paradoxe depuis quelques mois, c'est que la société, elle choisit ses victimes, les plus vulnérables. Et on pourrait imaginer qu'on pourrait opposer à cette vision un peu pessimiste un démenti. Merci. J'ai l'habitude de dire qu'il y a toujours des grands moments dans des soirées. Alors on pourrait dire qu'il y a eu 3 grands moments, mais il y a eu encore un plus grand moment avec cette intervention de Didier Sicard qui reste toujours génère une faculté de protestation et une faculté de protestation qui n'est pas aussi simple parce que pour Didier, elle est très argumentée et elle relève d'un engagement concret. En tous les cas, merci de ces propos d'une grande justesse
qui nous inspire hein, depuis 25 ans à l'Espace Éthique. On est inspiré par cet horizon que chaque fois que tu nous fixes et qui est extraordinairement exigeant. Alors on verra dans un instant les questions que suscite cette superbe intervention. Je dis aux gens d'ailleurs qui nous écoutent qu'on pourra mettre en ligne bientôt également les textes. Hein. Vous aurez accès aux images à travers YouTube, mais je pense que les textes aussi, lire, c'est important. Chaque mot a été pesé. Alors je vais, merci infiniment, merci de cette belle intervention. Régine Benveniste, je suis sûr qu'elle sera dans la même veine, donc psychiatre, militante engagée aux côtés de celles et ceux qui accompagnent au quotidien les personnes sans domicile fixe qui sont les morts dans la rue. Et depuis des années, le collectif Les Morts dans la rue a ce rôle tout à fait extraordinaire, c'est de rendre leur dignité aux personnes qui, de leur vivant, étaient considérées comme inexistants à nos préoccupations sociales. Et j'ai été souvent ému, on a beaucoup travaillé avec le collectif, et j'ai été ému de cette restitution de ce dernier parcours de vivant de l'Institut médico-légal jusqu'au cimetière de Thiais, où des délégués de notre cité, des citoyens, rendent cet hommage ultime aux gens qui, quelquefois, seront reconnus au moment de leur mort. Je te donne la parole en te remerciant aussi de tout ce que tu nous apportes en réflexion très, très concrète, quelquefois difficile. Bien. Alors moi, je vais vous parler de nos vulnérabilités à nos solidarités, pistes et réflexions en 3 questions. Peut-on construire à l'épreuve de la peur? Quelle résistance pour la vie? Et quel chemin vers nos vulnérabilités? La pandémie nous a ébranlés et effectivement, elle nous a obligés à changer un peu de regard. Le danger a fait irruption au seuil de chaque porte et il peut toucher tout le monde. Les inégalités contribuaient d'une certaine façon à notre équilibre. Les plus démunis endossaient le malheur en donnant l'illusion que ça n'arrive qu'aux autres. Nos solidarités nous protégeaient en maintenant un équilibre apparent et une cohésion. Mais il faut bien reconnaître que les grandes précarités, comme les personnes sans abri, étaient trop souvent maintenues à une place entre dépendance et abandon. La période actuelle demeure un révélateur d'inégalités sociales, structurelles et de genre que les chiffres et les violences objectives. L'épidémie, avec ses mesures exceptionnelles, dont le confinement, précipite les inégalités sociales et la précarité. Le péril serait alors d'enfouir, jusqu'à l'oubli, le destin des personnes et des populations les plus vulnérables et de perdre ainsi une part de notre humanité et de notre résistance pour la vie. Peut-on construire à l'épreuve de la peur? Avec l'épidémie, nos solidarités ne nous ont plus suffisamment protégés de la peur de nos vulnérabilités. La peur sidère, désorganise. La désorganisation des individus au niveau pratique jusqu'au niveau de la pensée s'est accompagnée de la désorganisation des systèmes. Avec la pandémie et le confinement, les structures et les liens entre les gens n'ont plus assuré leur rôle de soutien et de protection. L'impact médical et psychosocial de l'épidémie et de ses mesures associées, dont le confinement, a produit une rupture de nos reliances et de la force de nos interdépendances. Les ruptures de la continuité des soins, de l'enseignement, du tissu professionnel et du tissu social, du juridique, ont percuté de front toutes les personnes exposées ou en vulnérabilité augmentée. Le paradoxe jusqu'à la violence des sans-abri confinés dehors illustre des contradictions et un désordre jusque dans l'espace public. Nous avons vu des sans-abri confinés en nombre. Nous avons vu des sans-abri verbalisés pour non-respect du confinement. Des squats qui se créaient avec des sans-abri et des migrants comme des zones de non-droit par peur de la répression administrative. Nous avons vu un manque d'accès à l'eau, un regroupement de 180 personnes avec un seul robinet d'eau, un manque d'accès à l'alimentation et un manque d'accès aux droits communs. Les populations des quartiers pauvres ont été surexposées à la Covid du fait des superficies réduites au niveau des logements, de la densité de population, de leurs emplois exposés et de leur manque d'accessibilité
déjà anciens, notamment au niveau des soins. Ils ont été confrontés au manque alimentaire et à la perte de leur travail et quelquefois de leur logement. Nous avons vu aussi les enfants vivant en logement précaire, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs non accompagnés vivre des situations difficiles et les femmes et les enfants victimes de violences domestiques. Mais nous avons vu aussi les personnes porteuses de handicap, de maladies à risque, les personnes âgées, les migrants, les personnes en prison, qui ont vécu durement cet impact psychosocial. Aujourd'hui, nous continuons de voir des populations en grande précarité qui glissent de rupture en rupture, des populations qui craignent de glisser vers la précarité, la perte de l'emploi, du logement, des moyens de subsistance, des souffrances psychiques et sociales, des territoires qui disent avoir plus peur de la faim que de la Covid, des étudiants qui font appel en nombre à l'aide alimentaire et encore des sans-abri qui sont verbalisés. La fabrique de la précarité est dangereuse pour nous tous et toutes. La pandémie a opéré un changement, la mort fait partie de notre discours quotidien et pourtant elle a été jusqu'à être interdite de ces rituels funéraires et du deuil. La mort fait peur, mais les cultures humaines répondent par des ressources de pensée, des ressources de spiritualité et de cohésion. Je crois que c'est surtout le pouvoir et la menace de la mort qui font peur et qui exercent quant à eux une emprise et colonisent l'esprit. Ils empêchent l'adaptation vers le changement. La peur vient actuellement du risque d'être atteint par le virus, mais aussi des effets d'annonce. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez ? Ah, parce que j'ai eu un arrêt sur l'écran. OK. Non seulement on t'entend, mais on t'écoute avec beaucoup d'attention. D'accord. Donc, ça vient aussi des effets d'annonce avec des directives et des modes de communication, des directives qui sont toujours plus contraignantes et contradictoires, surtout, et toutes les crises prédites ou effectives qui s'exercent comme des menaces, jusqu'à la menace du tri en réanimation. Ce n'est pas la mort, mais la menace de mort qui nous prive de notre sentiment d'être reconnus dans notre humanité. La peur, elle interdit la vie, à la différence de la crainte qui répond par une heuristique, car elle ne construit pas, elle sidère et elle dissocie la pensée et les actes jusqu'à la dépossession du lien à soi et aux autres. Cette peur n'est pas toujours ni visible ni consciente. Si l'épidémie et ses conséquences s'exercent comme un coup qui s'abat, les effets sournois en seraient une réponse qui réduit ou empêche l'adaptation, le changement, la résilience, la créativité et la cohésion. Alors, quelle résistance pour la vie ? Eh bien, la solidarité est une obligation réciproque d'aide ou d'assistance. Elle est aussi un rapport d'interdépendance. Elle s'élabore à partir d'un sentiment de devoir et de droit. Elle s'enracine sur une loi ou un sentiment d'obligation d'aller vers celui ou celle qui est plus vulnérable et nous confère à toutes et à tous un sentiment de sécurité de l'individuel au collectif. Le principe d'égalité devant la mort de tous les êtres vivants, en articulation avec la reconnaissance des inégalités sociales de genre et des populations discriminées, peut nous aider à résister pour la vie. Cette interaction répond mutuellement de nos vulnérabilités. Les chiffres de mortalité et les critères statistiques n'effacent pas notre destin commun de finitude, mais il est important surtout qu'ils ne masquent pas les faisceaux d'inégalités qui nous conduisent différemment vers la mort. En objectivant avec des mesures et par souci de maîtrise la part réduite d'une situation, nous évacuons au profit de critères d'efficacité et de contrôle le fonctionnement complexe du vivant. À l'appui de notre propre vulnérabilité se trouvent des ressources de résistance. La résistance pour la vie est au sens physiologique et psychologique et au niveau individuel et collectif. Le vivant nous permet de trouver nos propres ressources d'adaptation et dans l'acceptation de nos interdépendances, de tracer notre chemin d'autonomisation. Quant à l'incertitude, elle est fondatrice dans la relation de soin, dans le prendre soin de l'autre.
L'incertitude, elle est avec prudence et pragmatisme face à l'altérité. Elle ose. Elle approche l'autre dans le respect de sa place et au plus près avec la mise en commun des ressources. La relation à l'autre, l'altérité, est essentielle à la construction de son identité et de notre capacité d'adhésion à une conscience collective. La relation, avec la reconnaissance de l'autre et sa vulnérabilité, est alors une première mutualisation des risques vers nos solidarités. La reconnaissance des droits d'une personne ou d'une population exposée à une vulnérabilité augmentée ou aux inégalités, c'est la reconnaissance de ses préjudices et de ses droits, mais c'est aussi la reconnaissance de son expertise, de ses capacités, de ses compétences vers la mise en commun de nos ressources. La résistance, au travers des phénomènes complexes et sensibles du vivant, s'appuie sur notre vulnérabilité et la reconnaissance de nos droits pour déployer la vie. Quel chemin vers nos solidarités? Nous sommes en capacité d'intégrer les valeurs de la démocratie que nous défendons. Et nous avons, en cas de nécessité, cette capacité de réduire notre champ des possibles. L'atteinte qui réside quelquefois dans la non-reconnaissance des droits et des préjudices est majorée par des représentations réductrices de la personne dans sa citoyenneté. Cette réduction est aussi induite par des règles établies sans concertation. Au sein d'une ambiance menaçante qui égrène le nombre de morts, la menace du tri et qui stigmatise, la réduction de notre personne à une évaluation de comportement et de risque pourrait glisser vers un sentiment de doute sur la valeur même de notre vie. L'atteinte ne réside pas que dans la privation de nos droits et de nos libertés, mais aussi par la colonisation de la sphère privée jusqu'à l'espace intime qui est blessé. L'urgence impose un pragmatisme qui ne se superpose pas à un oubli de la complexité au profit d'une efficience. Le risque serait de renforcer les clivages et les oppositions et d'induire la perte de la cohésion. Nos solidarités sont une reconnaissance mutuelle, elles nous donnent la parole, nous permettent de penser et d'agir. Elles font résistance aux inégalités et par l'exercice de notre responsabilisation, nous permettent d'agir sur les conditions auxquelles nous sommes confrontés. La solidarité de l'État constitue un droit pour toute personne et engage sa responsabilité. Il est essentiel de reconnaître la place de l'État, mais aussi celle de la société civile pour construire nos solidarités. Il est fondamental de reconnaître les droits des personnes et des populations pour libérer leur résistance pour la vie. Un immense merci, Régine. Que de paroles importantes échangées ce soir. En tous les cas, tout ce qui est dit et qu'on a le plaisir de pouvoir entendre, tout ce qui est dit pour nous va être très important dans l'action. C'est vraiment une réflexion importante, mais qui est souchée à l'expérience. Et c'était important de parler de ces savoirs expérientiels, puisqu'on sait à quel point tu es attentif dans tes engagements au collectif Les Morts dans la rue, mais tout le travail qui a été développé depuis février dernier dans le cadre de l'Observatoire éthique et Covid-19, les unes et les autres qui nous écoutent ce soir pour regarder sur le site espaceethique.org, sont aussi pour beaucoup articulés à travers l'expertise de terrain, c'est-à-dire ce qu'on a récolté sur le terrain avec des verbatims et des approfondissements. Alors je propose à Sébastien, avant qu'on donne la parole à Patrick Lagadec, je propose à Sébastien de nous ramener un certain nombre de questions qui sont posées par les internautes. Oui, alors il y a de nombreux échanges sur le chat en ce moment. Alors j'ai identifié 4 types de questions. Alors la première question pour Régine Benveniste: ce constat de précarité et de vulnérabilité augmentée constaté dès le premier confinement n'a-t-il pas permis un retour d'expérience? Alors, la deuxième question, c'est plutôt pour Didier Sicard. Comment manifester notre mécontentement ou proposer des solutions à certaines problématiques portant des enjeux cruciaux?
Il y a aussi une autre question sur la même thématique du Conseil citoyen. Demander l'avis de chacun, est-ce envisageable? Comment ces avis seront pris en compte pour l'intérêt général? Et pour recréer du lien social ou collecter des témoignages sur la situation des citoyens, comment le Conseil citoyen pourrait récolter les avis et que pourrait-on en faire? Et le troisième bloc de questions, c'est peut-on évoquer la question de la désinformation et du complotisme dans le débat public? On va donner la parole aussi assez brièvement à Régine et puis à Didier, mais la Commission nationale pour le débat public, elle existe, hein, et c'est quelque chose d'important, a rendu un document le 4 novembre dernier pour appeler à cette concertation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une instance qui n'appelle pas de ses voeux la concertation. Ensuite, c'est aux politiques d'arbitrer, à notre représentation nationale, et ça a été très très bien évoqué aussi dans le propos critique d'Anne Caron-Déglise précédemment. Alors, je vais donner la parole à Didier Sicard et à Régine pour donner suite à ces questions soulevées par nos internautes. Didier? Oui, moi je n'arrive pas à comprendre parce que, au fond, un conseil citoyen, bien sûr, il ne sera pas représentatif, mais un certain nombre de personnes, soit sans papier, en situation de précarité, en situation de handicap, auraient vocation à être un amortisseur entre les citoyens et le gouvernement. Et donc, en fait, je ne comprends pas comment le gouvernement se prive de cette capacité d'écoute, une écoute minime, un peu organisée, qui permettrait d'avoir des idées innovantes. Je suis très frappé de voir, l'année dernière à l'ARS, on a écouté une centaine d'associations d'aide pour les personnes handicapées. C'était d'une richesse incroyable. Le gouvernement ne peut pas lui-même inventer des réponses à des questions que seules les personnes éprouvent. Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas et que je comprends d'autant moins que le conseil scientifique, qui avait le prestige et l'a recommandé, et ils m'ont dit, nous n'avons pas été écoutés. Alors là, il y a peut-être un jour une protestation en disant que c'est quand même une faille étrange du gouvernement. Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais en même temps, il pourrait avoir une capacité d'écoute qu'il a pu démontrer ou peut-être pas démontrer dans les autres situations. Merci. Alors, tout à l'heure, tu évoquais effectivement les années SIDA où il y a eu l'éruption de la parole de la personne malade à travers le mouvement associatif, AIDE, ACT UP, mais aussi Arcade SIDA, hein, toutes ces associations que tu connais bien. Mais ce qui est assez impressionnant, et tu le sais très bien parce que tu as aussi été de cette dynamique, il y a eu la démocratie en santé qui est née avec la loi du 4 mars 2002, droit des malades, la loi Kouchner, et toute cette forme d'acquis de responsabilisation, de mobilisation des compétences et des expertises de celles et ceux qui vivent la réalité de la maladie a été totalement exclue de toute forme d'arbitrage. Et aujourd'hui, toutes les associations, les structures représentatives, y compris au sein des ARS, contestent le fait de cette forme d'inattention qui a quand même provoqué le fait que beaucoup de malades ne sont pas fait soigner et qu'on aura une autre hécatombe, c'est les conséquences des gens qui ont été exclus des soins ou qui auraient le sentiment de ne pas pouvoir être soignés parce qu'ils n'en avaient pas le droit. Oui, et c'est d'autant plus faisable que les Allemands le font. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose. L'Allemagne n'est pas moins démocratique ou plus démocratique que la France. Et elle l'a fait par opportunisme. Le problème, c'est que écouter les personnes les plus vulnérables, ça rend service à tout le monde, et en particulier à ceux qui ne sont pas vulnérables. Donc il y a quelque chose d'étrange, cette cécité, que je ne comprends pas. Il faudra qu'on l'approfondisse, hein. Il y aura d'autres rencontres. Je vous incite d'ailleurs à suivre les rencontres. Vous regarderez sur le site de l'Espace éthique ou de Politis à Paris-Saclay. On organise 10 rencontres sur effectivement l'expertise, comment la décision se prend. Et c'est des sujets tout à fait importants dans le contexte des énigmes. Et puis quelquefois aussi, et on l'a vu et on le verra encore davantage, les commerçants par exemple, tous celles et ceux qui sont attachés à la valeur du travail, ont été aussi remises en cause dans leur capacité d'avoir un point de vue et de défendre ce point de vue dans le cadre du débat démocratique au regard de certains arbitrages que certains ont considérés comme des arbitraires. Régine, sur ces points sensibles qui ont été posés.
Oui, je ne sais pas trop à quelle question répondre parce que je pense que Didier Sicard a répondu. Sur la question des retours d'expérience, oui, on a eu des retours d'expérience, mais je crois que même en amont de la crise actuelle, nous avons un placement par rapport à la vulnérabilité qui est un peu décalé, que ce soit une vulnérabilité sociale ou une vulnérabilité sur le plan médical. Didier Sicard vient d'y répondre magistralement, donc tout est là, tout est en ce qu'il a dit. Les autres questions, je ne sais pas. Il y avait une question sur la question de la désinformation et du complotisme. Je ne pourrais peut-être pas répondre à ça, mais je pense que quelquefois, on peut faire très grave sans s'en rendre compte, ou très dangereux sans s'en rendre compte, et qu'il s'agit d'être vraiment extrêmement prudent les uns les autres. Et voilà. Merci à tous deux, je dirais à tous quatre, puisqu'il y a eu 4 belles interventions. Il y a eu aussi des synthèses de Sébastien. Alors, je vais donner la parole à Patrick Lagadec, qui est donc un chercheur, maintenant qui s'est, j'allais dire, confiné dans le sud de la France, donc qui a été longtemps chercheur à Polytechnique. C'est une référence internationale dans le domaine de tout ce qui est l'approche des risques. Et je trouve que son intervention, elle vient à bon escient, puisque finalement, on entendait Didier Sicard qui s'interrogeait sur l'inconséquence ou cas l'inobservation des pouvoirs publics par rapport à ce que le terrain dit de la réalité des possibles pour lutter contre la pandémie. Eh bien, vous allez voir que Patrick Lagadec a une analyse très caustique et non pas provocatrice, mais très utile de comment les gens qui dirigent sont toujours surpris par une crise et comment la gestion de la crise est révélatrice aussi des insuffisances de ce que peut être une démocratie. Alors, je vous incite aussi à regarder le site parce que Patrick Lagadec est quelqu'un de très moderne, donc il a un site extrêmement vivant. Il réalimente au jour le jour. Il y a des interviews remarquables, notamment lorsqu'il a été faire l'analyse de ce qui était passé aux États-Unis, rappelez-vous avec Katrina. Il a des interviews tout à fait extraordinaires, donc je vous incite aussi à regarder son site. Ça prolongera ce grand moment qu'on va partager avec lui. Patrick, est-ce que tu nous entends ? Mets ton micro. Et voilà. Tu as la parole quand tu veux. Voilà. Vous m'entendez ? Merci. On te voit parfaitement. Merci Emmanuel. Effectivement, tu citais Katrina. Je vais prendre un peu de recul. Il me semble que ce qui se passe avec le virus, certes, a des spécificités très fortes qu'il ne faut pas nier. Mais je pense que nous sommes plongés aujourd'hui dans une confrontation à des risques qui sortent totalement des domaines de vol, comme on dit en aviation, pour lesquels nous sommes outillés, même en termes de pensée. Et si j'avais à dire un mot sur l'éthique, pour moi, c'est être à la hauteur des défis de son temps. Le problème, c'est que les défis de notre temps, et quel que soit le front, sont sortis de ces univers pour lesquels nous avons déjà les réponses. Et quand on est confronté à ça, il y a beaucoup d'erreurs, et même le risque, ça a été dit, d'emporter de façon sauvage même nos fondamentaux. Et il va falloir aussi les repenser pour être capable de chevaucher ce qui nous arrive sur tous les fronts et qui sort de notre univers de pensée et d'action. Je vais prendre 3 points. Le premier, juste pour clarifier, de quoi s'agit-il ? C'est quoi ce défi sur lequel nous sommes ? Le deuxième point, ça va être c'est quoi les pièges classiques et ce qu'on peut observer ? Et le troisième, ça serait quoi les pistes aujourd'hui pour travailler là-dessus ? Alors, premier point, de quoi s'agit-il ? C'est quoi ce nouveau territoire ? Dès qu'on pense risque, dès qu'on pense crise, la référence dans laquelle on est, c'est l'accident. Mais l'accident, par-dessous, c'est quelque chose qui a déjà été l'objet d'une typologie. On sait si c'est du naturel, du technologique, du social. Et à l'intérieur de ça, il y a autant de cas que de possibilités. Et c'est connu, et il y a des réponses. Mais quand même, c'est limité et isolé. Et quelque part, l'environnement général est à peu près stabilisé. Et où nous plongeons aujourd'hui dans un autre univers dans lequel ce n'est pas un accident limité, isolé, en univers stabilisé, c'est un événement, d'abord hors échelle. Donc, on n'a vraiment pas les moyens de faire face immédiatement tel qu'on penserait.
ce qui est beaucoup plus étrange, c'est un déclencheur systémique. Ça va éclater dans tous les sens, ça se pulvérise avec des effets, parce que tout est lié en tout dans des systèmes complexes dans lesquels on est, ce qui fait que quand une déstabilisation quelque part va avoir des effets boule de neige dans toutes les directions. On n'a plus affaire à l'incertitude pour lesquelles c'est à la marge, mais les systèmes tiennent bien, les systèmes de pensée tiennent bien, et avec un peu de temps, les experts vont clarifier le brouillard qui se passe. C'est de l'inconnu, c'est-à-dire que les paradigmes même ne fonctionnent plus. C'est ce que disait Dominique Dormont qui travaillait sur la vache folle. On lui a dit, est-ce que vous pouvez nous clarifier? Aucun problème, je monte 2 équipes de recherche, d'ici 15 ans, vous aurez les éléments. Maintenant, comment je fais pour la décision, c'est autre chose. Et plus globalement, on est des socles sociétaux qui sont, comme on dit en physique, en surfusion. C'est-à-dire qu'un petit impact là-dessus, et ça peut se prendre en masse, avec des contrats sociaux aujourd'hui extrêmement atteints et déchirés, une crédibilité très, très faible. Et donc, on est dans cet univers-là dans lequel nos registres de réponse à une crise ou un accident ne fonctionnent plus. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre cet univers? Mon deuxième point, c'est quoi les pièges? Et je pourrais prendre juste une image pour commencer. On a tous les éléments pour organiser, pour observer, pour critiquer des nageurs qui font une compétition dans un bassin de 25 mètres. Et tout d'un coup, on se retrouve, tous ces nageurs-là, y compris les observateurs et les analystes, en plongée au Cap Horn. Bon, c'est tout à fait autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à cet autre univers? La première chose qu'on observe, c'est un refus des questionnements préalables. Comme on m'a dit pendant des décennies, on est ici pour répondre aux problèmes, on n'est pas ici pour s'en poser. Donc, les questions dérangeantes ne font pas partie de l'agenda. Or, aujourd'hui, les vrais sujets vitaux sont toutes des questions dérangeantes. Le deuxième piège dans lequel on est, c'est dès que quelque chose se profile à l'horizon, c'est l'évitement. Évitement réflexe. On va refuser les signaux, pas seulement les signaux faibles, mais les signaux que j'appelle aberrants, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans la carte. Et là, on refuse, quoi. Il n'y a pas de problème, puisque l'OMS a dit qu'il n'y avait pas d'urgence mondiale, donc ça restait en Chine. Bon. Troisième piège, réassurance tout de suite. Évitons la panique. Donc ça va être, c'est qu'une grippette, etc. Évitons la panique, ça veut dire qu'on a une tendance tout de suite à limiter l'information, à la peindre en rose, et puis ceci à tous les étages. Quatrième piège, le repli de chacun sur les silos. Et chacun des silos va s'organiser en mobilisant les ressources habituelles pour travailler sur une situation inhabituelle. Et petit à petit, on va s'apercevoir que la coordination ne suffit plus. On est tous face à un nouveau territoire dans lequel les règles habituelles ne fonctionnent plus. On a aussi de la fragmentation explosive. C'est ce qu'on a vu sur l'expertise, où là, c'est parti dans tous les sens. Ceci en multiplication avec aussi bien les plateaux de télévision que les réseaux sociaux, où on a une profusion et sans cette prise de recul qui permet de se demander à chaque fois qu'on prend une parole, et ça a été dit tout à l'heure, où est-ce que je pourrais me tromper quelque part? Et comme il n'y a pas ça, on fonce sur j'ai raison puisque c'est comme ça. Et après, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait comme ça. En matière de pilotage, alors là, c'est vraiment la très, très grande difficulté parce qu'on a été formaté, sélectionné parce qu'on avait les bonnes réponses. Et tout d'un coup, je me retrouve au fait de ma carrière, au fait que je n'ai plus les réponses, que l'expertise est absente, ne peut pas me donner d'éléments, des contradictions majeures sur comment je fais pour consulter si la vitesse elle est très rapide, comment je fais pour anticiper si on me dit moi je ne m'en tiens qu'aux chiffres d'aujourd'hui, mais ce qui compte c'est ce qui se passe dans 15 jours, comment je fais pour piloter, surtout si ma culture de fond c'est en tant que pilote je dois rassurer, c'est moi qui ai la réponse et je vais faire du top-down et ça va marcher. Donc là il y a vraiment un pilotage en grande difficulté. Et sur l'ensemble des autres acteurs qui ont à intervenir, puisqu'on est en situation nouvelle, je dirais que même ces contre-pouvoirs m'ont apparu très, très peu préparés, et normalement, comme tout le monde,
à arriver dans ce monde très, très surprenant. J'entendais récemment, il ne faut pas infantiliser les citoyens, ce qui est très, très vrai, mais c'était un peu une phrase toute faite, puisque la fin de la phrase, c'était « oui, mais on n'a pas assez de policiers pour surveiller les citoyens ». Donc, bon, ça veut dire que la personne qui s'exprime devant le radiotrottoir, là, même s'il est dirigeant politique, on voit bien qu'il n'y a pas de préparation à prendre une position, une réflexion, une responsabilité en situation qui a échappé à nos univers classiques. Alors tout ça, ça renvoie pour moi à des déchirures de fond qu'il va falloir travailler. Je connais une psychanalyste qui s'appelle Nicole Fabre, qui a travaillé sur Descartes. Et elle disait, c'est étrange, quand on a invité Descartes à venir travailler avec Pascal sur le vide, il a refusé ça, mais avec une violence, mais inouïe. Et elle dit, quand Descartes a produit ce système sur lequel nous vivons aujourd'hui, et qui fait notre société technologique, a produit son système, il allait très très mal. Et pour lui, c'était un magnifique système de défense. Mais quand on lui demandait d'aller travailler sur le vide, il l'a ressenti tellement mal que pour lui, c'était impossible de mettre une faille dans son système, puisqu'il disait que son système pouvait résoudre toutes les questions qui pouvaient se poser. N'allez pas me dire mon système ne tient parce qu'il n'y a aucune faille dans ce système. Et donc la vraie question, les vraies questions qui peuvent mettre en cause ce système sont radicalement inacceptables. Et c'est pour ça qu'on a vraiment du mal à les mettre à l'agenda. Et quels sont les effets de tout ça? Alors, j'ai relu récemment le livre de Barbara Tuchman là, sur un lointain miroir, Distant Mirror, et elle revient sur la peste de 1348, et elle dit, ça a été très très peu étudié, ce XIVe siècle, parce que nous, on est tous dans une logique de progrès, et tout d'un coup, ça a été un siècle qui a été un arrêt, et donc ça a très très peu été étudié, parce que c'est beaucoup trop contraire à nos logiques habituelles. Et là, on est transporté effectivement dans une logique qui n'est pas la logique, ça fera 5% de plus l'année prochaine. Et elle dit, ce qui s'est passé avec la peste, c'est que l'ancrage, les armatures de cette société du XIVe, qui était l'Église et la religion, a été mise en échec. Et donc, ça a emporté ces structures qui structuraient cette société. Et je me dis, attention, parce que ça veut dire pour nous que c'est la science, que c'est la démocratie, que c'est nos règles qui peuvent être emportées par des épreuves de ce type, et il pourrait y en avoir bien d'autres. Et donc, c'est ça qui est en jeu. Et donc, ça montre ce formidable défi sur lequel on est. Et encore une fois, qui n'a pas de limite particulière. Ça va dans tous les sens. Et tous les acteurs sont concernés. Et toutes les épaisseurs sur lesquelles il faut réfléchir sont concernées. Aussi bien la philosophie que le droit, etc. Et tout va être concerné. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à un travail pareil? Alors, je vais juste y aller par gros traits. Le premier qui serait important aujourd'hui, c'est de préparer nos dirigeants. Ils sont préparés à appliquer des règles qu'on connaît, à coordonner des gens qui sont bien préparés, à communiquer des certitudes aux populations. Tout ça, il faut le reprendre. C'est quoi de piloter aujourd'hui à haute vitesse avec une société d'une très grande complexité, à un niveau global et avec des cartes qui ne fonctionnent plus et un GPS qui ne fonctionne pas non plus. Ça veut dire que dans nos formations, dans nos exercices, il y a des changements vraiment majeurs à opérer. Préparer les dirigeants. Le deuxième point, j'ai introduit ici ou là cette idée d'institutionnaliser le questionnement multidimensionnel dans ce genre de crise. C'est ce que j'ai appelé des forces de réflexion rapide, c'est-à-dire que des groupes de personnes préparées, entraînées à penser l'inconnu pourraient à la fois clarifier ce de quoi s'agit-il, clarifier les pièges, clarifier les acteurs, essayer d'esquisser avec les uns et les autres rapidement des combinatoires d'impulsions qu'on peut donner dans un système, parce que ce n'est pas des
des one-shots, hein, c'est vraiment des combinaisons d'impulsions à lancer avec les uns et les autres. Ces nouvelles formes de pilotage, d'aide au pilotage dans les organisations, tant qu'on ne les aura pas, ça donnera des coups de barre ici ou là, à gauche, à droite, derrière, devant, et puis on n'en sort pas. Donc il faut cette capacité de prise de recul et non pas vite je fonce, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve très très vite dans des impasses et aggravant la situation. Troisième point, il faut vraiment un travail sur l'expertise. C'est quoi de l'expertise en inconnu, en temps réel, sur des situations absolument dramatiques? On n'y est pas forcément préparé. Thomas Kuhn dit que qui travaille sur l'invention scientifique, et dans une situation nouvelle, c'est de l'invention. Le monde de la recherche n'est pas bien préparé. Ce qu'on aime, nous, c'est comme il dit, des anomalies résiduelles. C'est-à-dire que le socle fondamental tient, donc il ne s'agit que à la marge, quoi. Mais il dit qu'aujourd'hui, on est face à des problèmes de paradigmes qui sont à réinventer. Et l'expertise confrontée aux situations actuelles, c'est vraiment un problème de travailler sur l'inconnu. Autre piste, absolument fondamentale, parce qu'il ne faut pas tout attendre du sommet, travailler avec les citoyens, comment les préparer à des situations qui sortent complètement du jeu. Alors là, il y aurait beaucoup d'éléments. Je retiens un point qui m'avait beaucoup frappé. Des collègues américains avaient travaillé sur le 11 septembre à New York, avec ces ferries qui ont évacué et sauvé entre 200 000 et 500 000 personnes du sud de Manhattan, alors que ça ne s'était pas préparé du tout. Et c'est eux qui se mobilisaient pour les sauver tout le monde. Bon, il y a bien d'autres exemples qui montrent que des mobilisations citoyennes sont tout à fait importantes. Et probablement, j'avais vu ça dans une revue Histoire sur la guerre 14, et l'historien qui faisait la critique disait « s'ils ont tenu dans les tranchées, c'est la base qui a tenu. Ce n'était pas les ordres des généraux et des colonels. C'est parce qu'ils avaient reconstitué entre eux des tissus relationnels qui leur a permis de triompher là-dessus. Et j'avais vu ça sur Beyrouth aussi, les situations épouvantables à Beyrouth. Ils disent ceux qui s'en ont sortis, ce n'est pas ceux qui sont restés dans leur cave, c'est ceux qui sont sortis et qui ont recréé entre eux de la capacité de résilience. Et bon, là, c'est très, très loin de nos cultures royales, mais il est important d'inventer, de faire quelque chose là-dessus. Cinquième point, je dirais, côté médias, c'est vraiment important de travailler avec recul, de ne pas automatiquement donner la parole numéro 1 aux extravagances les plus extraordinaires, sur le mode « je sais tout, mais je ne dirai rien » ou le contraire. Et juste un exemple qu'on vient de vivre la semaine dernière, ces médias américains qui ont tenu pendant 5 jours sans dérapage quelque chose d'extrêmement complexe. Et donc là, il y a des trésors à se remettre en tête. Alors, pour conclure, pour ne pas être trop long, je voudrais citer ce que j'ai pris dans le titre, qui était un patron de la sécurité civile américaine après le désastre de Katrina, où la sécurité civile, vraiment, c'était une débâcle, a dit « il est temps de fracturer nos univers mentaux. Nous nous entraînons sur ce pour le quoi nous avons déjà les réponses. Nous faisons des exercices pour nous exercer à appliquer ce que l'on sait. Aujourd'hui, il faut fracturer nos univers mentaux et aller vers ces questionnements fondamentaux sur lesquels nous sommes et ces crises qui sortent de nos univers pour lesquels nous avons effectivement les plans et toutes les logiques. Et j'insisterai beaucoup sur oser aller d'une société qui est faite d'administration et de conformité à une société de découvreurs et d'invention. Mais pour ça, il y a quand même un élément, arrêter d'éjecter, de neutraliser les créatifs dans l'ensemble des chaînes, ou de neutraliser toutes les propositions d'invention, mais de les travailler. Alors, je sais bien qu'il y a une question de vitesse, on ne peut pas réunir des millions de personnes pour une décision qui doit être prise rapidement, c'est extrêmement compliqué, mais c'est sûr, c'est que si on ne se prépare pas, on n'a aucune chance d'y arriver. Donc là, pour moi, mon appel, c'est vraiment considérer les ruptures en termes de crise et de défis que nous avons à travailler aujourd'hui et de nous mettre en piste pour pouvoir les travailler de manière créative
et d'une manière globale entre les uns et les autres, parce que personne n'a la solution. Voilà mes quelques pistes. Un immense merci, Patrick. Alors, il y a certains auditeurs, téléspectateurs, puisqu'il y a YouTube, téléspectatrices, qui ont dû être surpris que dans le cadre d'une réflexion éthique, on intègre toute la réflexion sur la stratégie et toutes ces analyses que tu as pu mobiliser et développer devant nous. Je trouve que c'est très intéressant de rentrer ensuite de la réflexion à la pratique et vice-versa. Il n'y a pas, à mon avis, d'intelligence du réel sans intelligence et sans capacité d'approfondissement. C'est tout le mérite aussi d'une soirée de cette nature que d'avoir permis ces éclairages différents, diffluents et qu'on aurait pu prolonger avec les ressources d'autres compétences, notamment aux sciences humaines et sociales. Alors peut-être que quelques-uns parmi nous qui sont intervenus prendront avec plaisir les mots de la fin. Je propose que chacun prenne quelques secondes, quelques minutes peut-être, pour qu'on conclue, de façon à ce que ce parcours est un point final. Le point final ne sera pas de déterminer en quelques mots des lignes de conduite, mais d'en appeler à aller plus loin, puisqu'on est dans un moment un peu transitoire où tout dépend de nous. Ce que j'ai compris, tout dépend de nos intelligences, de notre capacité, d'une certaine manière, d'oser, c'est-à-dire d'avoir le courage aussi de l'audace. Tout ça a été très très bien dit. Prenant en compte que rien ne se fera de recevable d'un point de vue démocratique si on n'est pas attentif aux plus vulnérables parmi nous, si on ne trouve pas aussi cette force de la sollicitation de ceux qui ont une expertise à partager, quelquefois dans l'humilité de leur quotidien, puis peut-être aussi une certaine forme de réforme de la gouvernance qui, faute de comprendre le réel, risque un jour de ne plus pouvoir vraiment gouverner, puisqu'on sent aussi une montée en force d'une certaine forme de résistance. Et on voyait de la résilience, il y a de plus en plus d'opposition et d'inacceptabilité par rapport à des mesures qui ne sont plus ni considérées justes, ni considérées justifiées. Donc on est dans un moment tout à fait important où peut-être on n'a jamais eu autant besoin d'éthique. Alors, est-ce que Anne veut apporter un petit commentaire complémentaire? Didier Sicard, Anne? Juste en deux mots, moi je retiens de toutes ces interventions la nécessité de mobiliser la conscience citoyenne et l'action citoyenne. Et puis le deuxième point qui est régénérant, je trouve, c'est ce qui vient d'être dit. Arrêtons de neutraliser les créatifs, donc essayons de produire vraiment du sens en commun, de manière à pouvoir continuer à avancer malgré les défis qui font partie de la vie. Merci Anne. Didier? Je trouve que la GADEC a parfaitement raison d'insister sur la capacité d'invention, de créativité. On n'a pas de modèle, on est perdu et donc on a une finalité, c'est d'ailleurs de s'occuper des plus vulnérables. Et là, il faut réinventer des modèles qui n'existent pas. Et pourtant, d'autres pays, d'autres ont trouvé des solutions. Donc je pense que l'avenir est à la créativité alors que nous sommes dans des situations de conformisme qui n'ont jamais été aussi grandes. Peut-être qu'aussi l'opportunité ne s'est jamais aussi bien présentée pour notre génération que de trouver les voies d'un sursaut, d'une élévation. Et on a des signes, et ça a été évoqué aussi dans des interventions, de personnes qui n'ont pas attendu la prescription gouvernementale pour se mobiliser et faire la démonstration d'une capacité de dépassement tout à fait extraordinaire. Je vais donner la parole à Régine avant de proposer à Fabrice les mots de conclusion. Le philosophe a ouvert notre rencontre. La psychiatre va quasiment conclure. Moi, je reviendrai effectivement sur le mot de créativité. Je pense qu'il y a un lien avec le fait de ne pas exclure. C'est en évitant l'exclusion qu'on a les ressources de créativité. Au niveau de tout ce qui se passe actuellement, effectivement, c'est nouveau, mais il y a quand même des choses qui sont liées à la nature humaine ou au système humain et que nous connaissons un peu. Et ce sentiment d'être devant des situations non connues et de devoir aussi oser quelque chose de l'ordre de la rencontre avec l'autre et de l'ordre de la créativité, personnellement, au niveau du soin, c'est quelque chose que je rencontre depuis des années. Merci, merci Régine.
De toute façon, on se retrouvera, j'allais dire, dans d'autres contextes pour encore approfondir ces questions dans les semaines qui viennent. Mais ce qu'on a vu quand même apparaître à travers ces passionnantes interventions, c'est comment la réflexion, la pensée peut éclairer l'inconnu. Plutôt que d'être affronté à la peur, on peut retrouver, j'allais dire, s'approprier un certain nombre d'initiatives, reprendre en quelque sorte aux marques à travers une réflexion partagée, croisée, et à travers cette réflexion qui nous permet de voir aussi apparaître un horizon. Est-ce que ça sera cet horizon dont il sera question dans ta conclusion, Fabrice? Ma conclusion, en tout cas, ce que je retiens des différentes interventions, c'est que quand on a perdu sa boussole, il faut rester soi-même. Et ce que nous sommes, c'est pas seulement une démocratie qui fait coexister des systèmes de valeurs différents. On est une démocratie républicaine dans laquelle il y a un principe de non-abandon, de participation, d'inclusion, de solidarité par rapport aux plus vulnérables. Et je pense que c'est ça que tout le monde a dit à sa façon ce soir. Et c'est ça que je crois qu'il faut retenir et affirmer. Merci à chacun, à chacune et à chacun. Merci aussi à nos auditrices, à nos auditeurs ou téléspectatrices, téléspectateurs, puisque c'est YouTube. Merci à Sébastien de nous avoir apporté son suivi de ce que les internautes voulaient dire. Une bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.